Bonjour, bienvenue à cette deuxième table ronde à Genève organisée par Raw and Radical Women in the Arts podcast. Je me présente, je suis Maureen Brodbeck, je suis artiste, je suis aussi créatrice du podcast sur les femmes dans l'art. Le but de ces tables rondes est d'ouvrir le dialogue, de provoquer des discussions et des idées d'une manière brute mais non brutale et sans filtre sur des sujets majeurs et prédominants pour les femmes dans l'art et la société aujourd'hui. Je tiens à remercier Art Genève qui nous accueille ici pour son 10e anniversaire. Tous les artistes qui ont participé au podcast, Barbara Paula ici présente et Frédéric Elkaïm pour leur collaboration sur l'élaboration de ces tables rondes. Nous souhaitons aussi remercier toute l'équipe de Raw and Radical et Alexandra Macaire pour la collaboration que nous avons faite ensemble pour une édition hors série spéciale de son magazine Founder Love Letter que vous trouverez derrière vous et un peu partout dans le salon. Et aussi l'artiste Angela Marzullo qui a créé pour Raw and Radical Women in the Arts podcast un alphabet féministe que vous trouverez dans le programme des tables rondes de Raw and Radical. Le titre de la table ronde d'aujourd'hui est intitulé « La financiarisation, la valorisation et la représentation médiatique ». La finance et l'argent dans le marché de l'art sont effectivement quelque chose de très important qui fait marcher le marché. Et mes invités aujourd'hui sont Anne-Claire Biche, Laurence Rasty et Frédéric Elkaïm. Alors, je voulais partager quelques chiffres pour lancer un peu le débat et l'idée sur cette idée de financiarisation. Pour information, on va parler hommes et femmes aujourd'hui, donc on va parler d'une manière assez binaire, mais nous n'excluons pas les autres genres et au contraire, nous souhaitons accueillir tous et tout le monde. Et malheureusement, tous les chiffres que nous avons jusqu'à aujourd'hui se concentrent uniquement sur les hommes et les femmes. Il y a encore donc beaucoup à faire sur l'égalité et l'intégration de tous. Aux États-Unis, plus de 60% des étudiants en master sont des femmes, mais les galeries ne montrent que 30% d'hommes. Les records de vente aux enchères d'artistes contemporains suisses entre 2000 et 2020, nous avons 3 hommes qui tournent autour de plus du million, jusqu'à 6 millions de dollars, et de francs suisses, pardon, et 3 femmes qui tournent autour des 100 000 francs. Donc on voit bien la différence de la valeur des œuvres de femmes ou d'hommes. Mondialement, le record d'un artiste vivant à la vente aux enchères est celui de James Koons avec sa pièce Rabbit de 1986 pour 99,1 millions. Et le record pour une artiste vivante est celui de Jenny Saville pour sa pièce Propped de 1992 à 12,4 millions. Donc, je vais vous présenter nos invités. Laurence Rasty, qui est ici, est titulaire d'un CFC en graphic design, d'un bachelor en photographie à l'ECAL et d'un master en art visuel à la HEAD. Depuis 2020, elle est maître d'enseignement HES en photographie à l'école de design et haute école d'art du Valais. Connue pour son travail engagé sur la notion d'identité et de beauté, elle explore les concepts de masculinité et féminité et dénonce les inégalités. Son travail a été exposé dans diverses expositions collectives et individuelles à travers le monde, notamment au Musée de l'Élysée à Lausanne, le Museum of Contemporary Photography à Chicago et la galerie d'art Fotohof en Autriche. Anne-Claire Biche est historienne de l'art, juriste et est la première femme à la tête des ports francs et entrepôts de Genève. Elle a travaillé comme experte en assurance d'art et d'objets de valeur pendant plus de 20 ans. D'abord pour Lloyds en Allemagne, en France, à Monaco et en Suisse, avant de lancer sa propre société de courtage d'assurance spécialisée dans les objets d'art et de valeur. Elle enseigne à l'Université de Genève, à l'Université de Zurich et au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, à l'École nationale d'assurance à Paris, à la Fondation pour la formation des adultes à Genève, IFAGE, et à la Geneva Business School. Elle est membre de la Fondation pour le droit de l'art, FDA, de l'initiative Responsible Art Market, ainsi que du comité de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Anne-Claire Biche est également l'auteur et co-auteur de Portraits de galerie, L&L édition, et Une question de goût, la collection Zuboff à Genève, 5 continents édition. Et enfin, notre homme de la journée, Frédéric Elkaïm est spécialiste du marché de l'art contemporain, art advisor, agent d'artiste, enseignant et auteur. Il a été directeur pendant plus de 10 ans de Drouot Formation, l'école du marché de l'art à Paris, puis conseiller en art pour le Cercle des Menus Plaisirs à Genève, où il a eu l'occasion d'enseigner, de conseiller et de coacher les artistes, collectionneurs et entreprises. Auteur de livres et de textes et d'articles, sa dernière publication s'intitule « Parlez-vous art contemporain » aux éditions Magellan. Il fonde Art Now en 2019, une plateforme dédiée à l'enseignement, au conseil et à la représentation des artistes et organise des expositions. Donc pour mieux connaître nos invités, je vais leur demander qu'ils expliquent un peu leur rapport au thème d'aujourd'hui. Donc Laurence Rasty, merci. Bonjour. Merci déjà pour l'invitation et pour l'organisation de cette table ronde qui a une thématique déjà qui me tient à cœur. Je n'ai pas besoin du coup de me présenter parce que vous l'avez bien fait, mais dans mon travail, c'est vrai que je lutte contre des discriminations de tout genre, que ce soit au niveau de la migration ou des droits humains. Et en fait, ces questions d'inégalité ou d'égalité, dans ce cas-là, je l'ai subi aussi dans mon travail par rapport au fait que je suis une femme artiste et qu'au niveau de mes collègues masculins, je ne suis pas tout le temps égalitaire. Merci. Anne-Claire Biche. Je ne sais pas si j'ai allumé le micro. Oui, voilà, parfait, je l'ai allumé. Je n'ai pas besoin de me présenter parce que Maureen l'a déjà fait. Je donnerai peut-être juste 2 grandes directions de ma présence ici. La première direction, c'est que de par ma pratique de un petit peu plus de 25 ans dans le domaine du marché de l'art, que ce soit en Suisse ou que ce soit à l'étranger, j'ai une certaine visibilité de ce qui se passe ou ce qui ne s'y passe pas, puisque ce qui ne s'y passe pas, c'est beaucoup plus grand que ce qui s'y passe. Et puis peut-être la deuxième raison de ma présence ici, c'est que, comme le disait Madame Brodbeck, j'ai l'honneur d'être à la tête des Ports Francs Entrepôts de Genève. Et peut-être que Genève en est a priori une petite ville dans un petit pays, dans un petit continent. Mais voilà, c'était beau, hein? C'était le souffle genevois. Mais surtout, les Ports Francs existent depuis un petit peu plus de 130 ans. Et il est intéressant de savoir que c'est encore à ce jour la plus grande plateforme de stockage au monde qu'on a à Genève, avec plus de 100 000 m² de surface d'entreposage. Et à ce titre-là, il est vrai qu'on est au contact de beaucoup de monde. C'est pas moi, hein. De beaucoup de monde et de beaucoup d'œuvres. Voilà. Il se peut que dès qu'on parle des Ports Francs, il y ait des souffles. C'est comme ça que j'interprète ce qui se passe. Donc voilà la raison de ma présence ici, et je remercie vraiment beaucoup Raw and Radical pour son invitation. Merci beaucoup. Donc désolée pour ce petit souci technique. Frédéric Elkaïm. Bien, alors moi je suis dans la position complexe d'être un homme, en effet on l'a compris, à moins que je sois... Le seul assis sur un trône. Exactement. À moins que finalement les choses soient plus complexes que ça, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, avec cette question de la fluidité des genres, qui fera l'objet d'une autre table ronde d'ailleurs, demain, les choses sont plus complexes que ça. Pour tout vous dire, j'ai été élevé par une maman qui était très féministe et très engagée, donc je sais a priori quels sont les enjeux un petit peu de ces questions-là malgré tout. Et j'ai ce rapport complexe, on va dire, d'un enfant garçon à ces questions-là. Mais du coup, je suis très intéressé, ouvert depuis toujours à ces interrogations sur les différences de traitement par l'histoire de l'art en particulier, de la création artistique, que ce soit dans l'art ancien, dans l'art moderne, et y compris aujourd'hui dans l'art contemporain. On verra un peu plus tard, est-ce que les choses se sont améliorées? Peut-être, mais ce n'est pas encore parfait, loin s'en faut. Et je suis amené depuis plusieurs années à intervenir régulièrement dans des positions là aussi assez complexes, parce que vous savez que les cours d'histoire de l'art, il y a souvent, on va dire 80% de femmes,
Et donc, je me retrouve un homme à parler des artistes femmes devant 80% de femmes, ce qui n'est jamais tout à fait confortable, mais ce qui est en même temps un challenge qui m'amuse beaucoup et que je trouve très intéressant et qui est absolument nécessaire probablement pour, on va dire, dans un temps qu'on espère le plus court possible. Ça va ? Peut-être. Qu'on espère le plus court possible faire une forme de discrimination positive en mettant en avant des femmes artistes, alors à la fois des femmes qui ont œuvré pour une reconnaissance de leur propre sensibilité artistique, y compris sur des champs, des assignations auxquelles elles avaient été obligées de se conformer et qu'elles dépassent grâce à leur art, mais aussi, pourquoi pas, comme on l'avait vu dans l'exposition, par exemple, Elles font l'abstraction, des femmes qui n'avaient rien à voir avec ces questions féministes, mais qui doivent absolument être mises en valeur, être mises, et finalement qui sont un peu les laissés pour compte, un peu l'angle mort pour l'instant. Donc voilà, dans mes cours, j'essaie un peu de faire ce travail-là. Oui, alors désolé, apparemment il y a un petit souci, on ne sait pas d'où ça vient, mais je pense qu'ils sont en train de régler ça. Pour lancer le débat, on va parler un peu de justement la visibilité des femmes et la revalorisation des femmes dans l'art. Parce que le problème est bien là. Le problème est qu'on voit clairement avec les chiffres que les femmes ne sont pas autant valorisées que les hommes. Donc ma première question est la suivante. On va essayer de comprendre les mécanismes du marché de l'art. Et donc je pose la question, peut-on dire que les femmes ont une vraie valeur artistique puisqu'elles se vendent 10 fois moins cher que les hommes et ne sont pas vraiment considérées comme des artistes blue chip ? Et pourquoi, à votre avis, il y a une telle inertie dans les mécanismes genrés dans l'art, des mécanismes genrés dans l'art ? Anne-Claire ? Alors, la première réflexion que j'avais en réfléchissant à cette table ronde aujourd'hui était la question de la valeur et de la notion de blue chips. Est-ce que les femmes ont moins de valeur par le travail qu'elles présentent dans l'art ? Non, parce que la valeur et parce que le talent, ce n'est pas une question de sexe. Donc ma première réponse, c'est non. La deuxième réflexion qui va dans le sens du blue chips, c'est qu'à partir du moment où on parle de valeur, on parle de financiarisation, on parle d'argent, on parle d'économie, on parle de marché. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces femmes sont sur ce marché ? Puisque si les femmes ne sont pas sur un marché, forcément, il est plus difficile de leur donner une valeur. Si elles sont peu nombreuses à accéder à ce marché, forcément que les prix seront moins importants. Et là, je suis revenue sur cette notion de blue chips, donc cette notion boursière, d'indice, de cotation boursière. Et puis hier soir, je réfléchissais chez moi à la maison, je me suis dit, mais blue chips, ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque le film Wall Street, qui est sorti en 1987. Et dans ce film Wall Street de 1987, que moi j'avais regardé, donc à l'époque j'avais 9 ans, voilà, c'est ça, j'avais 9 ans. Et je me rappelle, je disais à mes parents, mais moi plus tard, je veux être courtier en bourse, parce que c'est génial. Il y a de l'action, il y a de l'adrénaline, on peut jouer, il se passe quelque chose, c'est comme du sport, c'est comme de l'art, c'est absolument dingue. Si vous regardez ce film, aujourd'hui, il n'y a pas de femmes. Hein. Les femmes sont là pour permettre aux courtiers d'exister, d'organiser le cocktail, de faire en sorte qu'il y ait des œuvres d'art accrochées au mur. Ça, c'est 1987. 1988, l'année suivante, sort le film Working Girl. Moi, j'ai eu la chance, différente de Frédéric, on a d'autres parcours, mais d'être dans une famille avec un papa et une maman, mais un papa qui me disait toujours « Ma fille, toi, tu peux tout faire. Il suffit de croire en toi, de ne pas avoir peur. Il y a deux grands pieds sur lesquels il faut être dans la vie, mais un pied fondamental, ce n'est pas les valeurs, mais un pied fondamental, c'est la culture et le travail. Si tu te cultives et que tu travailles et que tu as une bonne éducation, le monde peut s'ouvrir à toi. » Et quand Working Girl est sorti, il me l'a montré, donc évidemment, donc là j'avais 10 ans. Et là je me disais, waouh, mais c'est génial. Ça veut donc dire que l'histoire de Working Girl est épouvantable, parce que c'est une femme qui prend la place d'une autre. À la fin, elles veulent le même homme. Il y en a une qui marche sur la première. Enfin, c'est affreux. Mais ça montre quand même que dans le domaine du tertiaire et de la bourse, les femmes peuvent avoir une place. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que ça remonte quand même à il y a quelques années. Et entre 87 et 88, il y a déjà cette différence. Ça veut dire qu'on peut commencer à rentrer sur ce marché.
Qu'est-ce que ça veut dire aussi aujourd'hui? Ça veut dire que si on remonte dans l'histoire de l'art, oui, les femmes sont plus présentes aujourd'hui, mais dans la haute antiquité égyptienne, les femmes avaient déjà un rôle. Elles n'étaient pas juste de temps en temps pharaons par régence ou par erreur ou parce qu'elles avaient assassiné du monde, mais elles avaient une place. C'est la même chose si on regarde dans les salons du XVIIIe siècle. Sans la place des femmes, il n'y aurait certainement pas eu cette diffusion d'idées qui ont permis la révolution, qui ont permis les droits de l'homme. Et puis, on voit plus récemment dans l'histoire de l'art les suffragettes en Grande-Bretagne. Après la Première Guerre mondiale, la place des femmes, la révolution féministe qu'on peut voir aussi dans la mode, on voit les liens ici. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 70, avec l'émergence de la pilule et de la contraception. Et aujourd'hui, pourquoi cette question est aussi importante aujourd'hui? Parce qu'on est peut-être dans une génération, je parle de moi parce que heureusement ou malheureusement c'est ce que je connais le mieux, on est peut-être dans une génération où nos mères, nos tantes, nos grands-mères nous ont permis d'être là aujourd'hui, nous ont permis d'organiser ce Art Talk, nous ont permis d'être à Genève aujourd'hui, ont permis à des artistes, quand on voit qu'ils sont invités que ce soit au Bon Marché, que ce soit dans des grandes installations contemporaines, au MoMA ou autres, d'être présentes. Mais le grand danger, et j'ai une fille donc je suis très vigilante, le grand danger, c'est que la génération d'aujourd'hui considère que c'est acquis et finalement retourne en arrière. C'est comme dans des transmissions de patrimoine, donc là je reviens à la financiarisation, à la valorisation. Ce n'est pas la première et la deuxième génération qui sont les plus dangereuses. C'est les suivantes pour lesquelles c'est acquis et c'est normal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant. Et pour en revenir à cette notion d'inertie, la notion d'inertie, c'est quoi? C'est le temps. Et quand on regarde, et je reviens à ces exemples, je ne vais pas refaire l'histoire de l'art, mais quand je reviens à mes deux exemples des films de 87 et 88, oui, on va très lentement. Oui, parce qu'on est impatient, parce qu'on a une mondialisation, une globalisation, une rapidité de l'information qui permet d'aller plus vite. Donc on a l'impression d'aller lentement. Mais à l'échelle de l'humanité et de l'histoire de l'art, finalement, on va très vite. Donc il faut juste qu'on arrive à accompagner cette vitesse. Mais j'ai plein d'autres idées pour après. Mais justement, je pose des questions un peu qui nous font réfléchir. Et ma question suivante est, est-ce qu'une femme artiste peut vraiment être prise au sérieux dans notre société en 2022 si elle n'a pas une vraie valeur marchande? Laurence Rasty? Je dirais oui et non. Ça veut dire que si on définit le sérieux du travail d'une femme par sa valeur marchande, vu qu'on voit que concrètement les chiffres sont plus bas ou tout simplement, si on prend l'exemple de Art Genève peut-être, vu qu'elles sont sous-représentées et qu'elles valent moins que les artistes, leurs collègues masculins, alors je pourrais répondre que non. Mais je répondrai aussi que oui, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a une sous-représentation ou une valeur marchande qui est inférieure, qui veut dire que le travail n'est pas reconnu. Par exemple, elles sont représentées dans le milieu institutionnel ou aussi ici, mais de manière inférieure. Après, après, le problème, c'est qu'il y a aussi un problème. Donc, elles sont représentées au niveau institutionnel, mais il y a aussi peut-être un lien avec l'histoire de l'art. Par exemple, une histoire de l'art qui est d'ailleurs qui a invisibilisé en fait le travail des femmes qui ont existé, mais qui va avoir, pardon, je me suis un peu emmêlée, mais cette invisibilité en fait du travail de ces femmes a eu une répercussion et sur leur valorisation et sur leur représentation que ce soit au niveau institutionnel ou autre. D'un point de vue personnel, peut-être, je voudrais ajouter, bon, les gens ne seront pas forcément d'accord avec moi et c'est peut-être un peu provocateur, mais de mon côté, je trouve que le travail des artistes femmes ou artistes non-binaires, trans, est souvent, à mes yeux, plus intéressant parce qu'en fait, vu qu'il y a une inégalité au niveau de la représentation, pour pouvoir exposer, elles doivent se battre 2 fois plus, proposer une réflexion qui est souvent plus poussée. Et via là, je trouve souvent qu'il y a des travaux qui sont incroyables, mais qui ne reçoivent pas la même médiatisation ou valorisation.
Ben justement, est-ce qu'on peut se dissocier du marché de l'art en tant que femme et continuer d'exister en tant qu'artiste? Frédéric Elkaïm. Alors, pour rebondir un petit peu à la Ouais. fois sur la question précédente et Ouais. celle-ci, j'ai le sentiment quand même, on est un peu entre nous, là, on connaît en effet la valeur du travail des femmes, et je vous rejoins, Laurence, pour dire que le travail des femmes de ces 50 dernières années est particulièrement intéressant, et il vient parfois émuler, par exemple, des problématiques qui sont des problématiques domestiques, des problématiques familiales, des problématiques émotionnelles très fortes, très d'identité aussi, qui ne sont pas forcément prises en charge toujours par le travail des hommes. Et en tout cas, je veux quand même dire qu'en dehors du sérail, entre guillemets, de l'art contemporain, auquel en partie on appartient, il y a quand même, il se noue quand même, psychologiquement, un rapport très subtil entre la valeur économique et la valeur artistique. Alors bien évidemment, quand on voit Jeff Koons à 91 millions, on se dit qu'il n'est pas absolument évident que ça puisse valider une qualité artistique supérieure à tous les autres artistes qui existent aujourd'hui. Ça me paraît assez évident, mais néanmoins, il y a en particulier pour les yeux, on va dire, peu habitués à l'art contemporain, donc pour un public plus large, ce sentiment qu'en effet, l'œuvre chère est l'œuvre qui a une chance de véritablement avoir un sens, y compris dans l'histoire de l'art. Ce qui est évidemment une lecture complètement absurde, mais enfin, qui est réelle. Et on le voit même chez les collectionneurs. Effectivement, oui. Hein, petite anecdote, je suis allé visiter il y a quelques années l'appartement de Gilles Fuchs, celui qui fait le prix Marcel Duchamp à Paris, qui s'occupait de l'association des collectionneurs parisiens. Et puis un petit groupe était là, on nous montrait du Buren, on nous montrait il avait aussi Annette Messager, il avait des artistes comme ça intéressants, mais plus pointus. Et puis tout d'un coup, tout le monde voit un Basquiat dans un petit coin. Et là, tout d'un coup, ah, alors ça doit être une collection intéressante parce qu'il y a quand même 20 millions sur le mur. Et là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quand même que finalement la collection est bonne. Et les voilà de redemander, ah finalement c'est qui Annette Messager, ah finalement c'est qui Daniel Buren, etc. Donc on voit que si on veut vraiment avancer sur le terrain d'une certaine forme d'égalité entre hommes et femmes, il est absolument nécessaire et indispensable psychologiquement que les femmes arrivent à un niveau de prix plus important. Ça n'est pas que ce soit un phénomène qu'il faille absolument valider et encourager. Ce n'est pas la valeur économique qui fait la valeur artistique, c'est tout à fait clair, mais il se noue quelque chose de subtil là-dessus. Et puis ta deuxième question, votre deuxième question, Maureen, c'était... Non, en fait, justement, c'est est-ce qu'une femme artiste peut être vraiment prise au sérieux? Et C'est ça, peut-on dissocier le marché de l'art bah, j'ai pas en tant l'impression, que femme, je pense que j'y ai répondu et d'une certaine exister? façon. Oui, oui, tout à fait. Il semblerait tout à qu'en fait, effet, ouais. ce soit absolument indissociable en réalité, Ouais. dans l'esprit en tout cas d'un public assez large. Laurence Rasti? Pardon, mais là, je me suis. On est à la question sur. Sur peut-on exister en tant que femme dans le marché de l'art enfin, peut-on se dissocier du marché de l'art en tant que femme et continuer d'exister en tant qu'artiste vraiment, Bah, si on est complètement dissocié de ce marché et de cet état? Je dirais qu'on est obligé. Du coup, même si je suis consciente, si je prends mon exemple personnel, si je suis consciente que je vaux actuellement moins que des collègues masculins, je ne vais pas pour autant arrêter de faire ma pratique. D'ailleurs, peut-être c'est justement ces exemples personnels qui pourraient être intéressants. Je vois qu'au niveau de discrimination, je le subis assez quotidiennement. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, j'étais lors d'un festival de photographie et c'est vrai que je me suis mis pour but un peu depuis toujours, parce que j'ai plein de questionnements sur le genre et les conventions sont pas des choses dans lesquelles je me sens à l'aise. Justement, c'est les conventions, les normes de féminité ou comment on doit se comporter. Et donc, je parle beaucoup d'argent avec mes collègues masculins, avec les hommes, et leur demande: ah, mais toi, ton prix d'œuvre, elle est à combien? Combien tu t'es fait rémunérer pour cette exposition? Et je me suis retrouvée un matin en train de parler à 3 autres artistes hommes exposant au même festival que moi, à apprendre qu'ils étaient rémunérés 3 fois plus que moi, mais tous.
Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. En plus, on utilise mes images sur la communication du festival. Enfin, c'est pas possible. Donc, je vais voir les organisatrices en plus de ça et leur dis, bon, bah, soit on passe, soit vous m'augmentez au contrat, enfin, au même salaire que tous les autres hommes, soit, bah, c'était un peu pour faire peur, mais je dénonce ça et puis vous allez avoir une mauvaise pub. Et à partir de là, ça a créé un énorme conflit parce qu'en fait, elles ne l'avaient pas fait inintentionnellement. Enfin, intentionnellement. C'est que quand elles ont proposé, et ça, je l'ai vu à chaque fois, en fait, depuis, quand elles avaient proposé à ces artistes hommes de faire partie de l'exposition, ils avaient tous négocié leur prix, leurs prestations, et aucune femme l'avait fait. Donc l'exposition était assez égalitaire au niveau représentation féminine masculine, mais aucune femme n'avait marchandé ses prix d'exposition où on avait discuté, et tous les hommes l'avaient fait et avaient quadruplé la proposition faite initialement. Ça a créé quelque chose. Ils ont fait finalement égalitaire et maintenant je continue de le faire. Ça veut dire que c'est une assignation intérieure avec une forme d'autocensure qui est transportée dès la prime jeunesse. Bah, ça, après, je le développerai peut-être un peu dans un autre point, mais c'est vrai que c'est multifactoriel. Ça veut dire que par rapport à ces conventions de normes, de féminité, masculinité... C'est masculin de vendre cher et c'est féminin de ne pas vendre cher. Oui, c'est triste. C'est tout ce qui est en lien avec la virilité. Du coup, les femmes ne devraient pas parler d'argent ou ne devraient pas oser ou plutôt se dévaloriser peut-être. Intéressant. Mais ça, c'est encore autre chose. On fera des questions à la fin. Ça boue, hein. Oui. Alors, Linda Nochlin mentionne dans son livre « Why have there been no great women artists ?» ce qui veut dire « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes femmes artistes ?» Elle mentionne que la créativité est encouragée à travers les institutions et l'éducation, et non pas par un gemme mystérieux de génie ou de talent. Et c'est vrai que ce terme du génie est intéressant parce qu'on parle toujours d'un génie et jamais d'une génie. Donc c'est vrai que si on ne donne pas d'argent, entre autres pour la production d'œuvres et d'espaces de visibilité pour les femmes, elles ne pourront jamais créer d'œuvres spectaculaires. Et l'artiste ne sera donc jamais spectaculaire. Peut-être Anne-Claire sur ce sujet. Je vais donner une expérience, je vais transmettre une expérience vécue qu'on a plusieurs fois par an. Plus proche. Oui, mais maintenant j'ose pas parce que déjà quand je le tiens normalement, ça fait des buzz, donc voilà. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Je vous donne deux exemples. D'abord, mon avis sur la question. On parle d'une artiste femme, mais là, ce que je vais dire, malheureusement, c'est pas quelque chose de non-genré, de queer ou de transgenre. Je vais parler des femmes. Parce qu'une femme qui est artiste, elle a devant elle plein de difficultés. D'abord, il faut qu'elle travaille comme un homme pour pouvoir réaliser sa production. Ensuite, il faut qu'elle arrive à transmettre sa production, à réussir à se vendre à sa juste valeur par rapport à son talent. C'est ce que disait madame qui est artiste à côté de moi. Et elle a une troisième difficulté que j'en peux rien, c'est comme ça, c'est dans la nature. Si elle désire avoir des enfants, jusqu'à présent, c'est elle qui, j'ai pas dit qu'elle les fabrique, mais c'est elle qui les porte, qui les met au monde. Et heureusement ou malheureusement, dans les premiers temps, et ça c'est mon expérience, l'enfant, la nuit, quand il appelle, ça peut être aussi papa, parce que les couples peuvent très bien séparer les tâches et s'aider, mais enfin, il y a quand même pendant plusieurs mois, pendant qu'on est enceinte et après, c'est la mère, voilà. Même si vous pouvez travailler et vous battre jusqu'au bout, jusqu'au jour où vous accouchez, je connais bien l'histoire, il n'en demeure pas moins que c'est quand même la maman qui fait ça. Ce qui veut dire que la femme artiste, elle va avoir besoin de non pas se battre, mais composer avec tout ça, y compris avoir aussi un espace de travail et une disponibilité mentale pour ça, et la société ne l'aide pas.
Donc, si on veut qu'elles puissent produire des œuvres monumentales, des œuvres de qualité, il faut une disposition mentale, il faut de la place pour ça, et il faut avoir de l'espace, du soutien, de l'argent, des systèmes de garde. Et ça, on n'en parle pas. J'y reviendrai plus tard parce que ça va dans l'éducation et dans la société. Le deuxième exemple, l'exemple que je voulais vous donner, qu'on vit plusieurs fois par an au Port-Franc, on a un espace, en gros, un espace de réception qui s'appelle le patio, qui est ouvert malheureusement que pendant les heures d'ouverture de la société au public. Donc c'est les horaires de douane, donc c'est 7h45, 11h30, 13h, 16h45. Donc c'est à peu près l'opposé d'Art-Genève en termes de visibilité, d'ouverture, de créativité puis d'accessibilité. Mais on a cet espace. Et j'ai souhaité le dynamiser et l'ouvrir à des artistes qui peuvent venir exposer dedans. Il y a quand même un certain nombre de contraintes qui sont la taille de l'espace, les horaires d'ouverture et la nature de notre entreprise qui fait que, heureusement, malheureusement, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a certains sujets, certaines thématiques qu'on ne peut pas aborder pour des raisons de neutralité et d'ouverture ou de fermeture, on va dire de neutralité. Voilà. À l'occasion d'expositions dans cet espace, je suis sollicitée à 90% par des galeristes hommes et des galeries et des institutions tenues par des hommes, à 90% par des artistes quand ils viennent eux-mêmes de leur côté, hommes, et à chaque fois, ils ont tous en tête des installations monumentales, gigantesques, comment envahir l'espace et le faire déborder les murs, avec des projections qu'on pourrait faire sur le silo du Cercle des agriculteurs, sur les bâtiments ABC, peu importe qu'ils soient sous douane, hors douane. Okay, bon. Donc, seulement 10% d'artistes femmes, et quand les artistes femmes viennent, elles viennent avec des dimensions d'œuvres plus petites, plus délicates, plus portatives, pas envahissantes. Et c'est moi qui leur dis, mais osez, mais regardez, mais lâchez-vous, accrochez quelque chose aux poutrelles, prenez, utilisez l'espace, libérez votre créativité, libérez votre énergie, déployez-la ici. Et c'est nous qui sommes obligés de dire ça aux artistes femmes. Donc je me suis demandé à quoi c'était dû. Est-ce que c'est parce que dans l'histoire de l'art, elles sont plus cantonnées aux miniatures, à la broderie, à des pratiques artistiques qui sont peut-être plus en lien avec des tâches domestiques, mais aussi, je pense, à cette notion d'espace de créativité et de travail qu'elles n'ont pas forcément dans leur maison, dans leurs ateliers ou dans leur quotidien. Donc voilà l'exemple. Je ne vous parle même pas des prix, où elles n'osent pas demander si elles peuvent mettre des prix, et nous on leur dit non mais mettez-en, on ne prendra pas de com, mettez-en. Voilà. Et puis souvent la presse nous donne l'impression que les choses évoluent avec les années, avec le temps. Et est-ce que c'est une impression, Frédéric Elkaïm, ou est-ce que c'est juste une impression, ou est-ce que c'est la réalité? Alors il faut être, comme dans chaque sujet, nuancé. On peut dire aujourd'hui, pour prendre un chiffre, vous savez qu'il y a un site qui s'appelle Artefact qui publie chaque année la liste des 100 artistes vivants les plus importants, parmi lesquels on trouve 15 femmes. Entre 15 et 20 quand même, ça monte petit à petit. Ça reste quand même 20 femmes, même si on arrivait à 20, extrêmement déséquilibrées. Mais on parle là quand même d'une liste d'artistes qui ont, mettons, en moyenne entre 50 et 90 ans. Donc voilà, on n'est pas dans des artistes qui sortent de l'œuf. Néanmoins, j'ai quand même l'intime conviction et l'observation. Ça fait un moment quand même que je regarde tout ça, le marché de l'art, la place des femmes, et que autant dans les institutions que au niveau même parfois de certaines initiatives du marché de l'art, nous avons quand même, la preuve en est aujourd'hui, de cette série de tables rondes que vous mettez en place dans le cadre de Raw and Radical, Maureen, c'est que on a une forme quand même de volontarisme qui est réelle. Moi, on m'a demandé, un collectionneur à Annecy, pour ne pas citer Jean-Marc Salomon, m'a demandé de faire des cours sur les artistes femmes. Il y a eu cette exposition à la Fondation Beyeler. Il y a eu avant cette exposition dont je parlais tout à l'heure, Elles font l'abstraction à Beaubourg, au Centre Georges Pompidou. Il y a régulièrement quand même des initiatives, de toute évidence. Et j'ai le sentiment quand même,
Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément chiffré, mais que réellement, il y a une prise de conscience. Alors, il peut y avoir d'ailleurs, d'une manière très triste et très dommageable, des réactions de la part de gens qui étaient bien confortablement installés dans leur genre en se disant que les choses fonctionnaient d'une façon logique et normale. Je ne pointe pas un homme politique qui nous parle par exemple du masculinisme pour s'opposer au féminisme, qui malheureusement est une tendance qui existe aussi, y compris chez certains collectionneurs, de dire ah, on nous emmerde entre guillemets avec tout ça, on n'a plus le droit de rien dire, etc. On est repris tout le temps. Et c'est vrai que pour des gens qui sont des boomers comme moi, c'est troublant, c'est perturbant. Il faut se conformer à des nouvelles catégories maintenant, s'adapter, et c'est pas toujours facile. Néanmoins, oui, quand même, j'ai le sentiment que au milieu de toute cette espèce de bouillonnement et en même temps, d'un autre côté, de paralysie encore d'un certain nombre de systèmes, oui, ça évolue. Et j'espère bien que dans 50 ans, on parlera plus de femmes artistes ou d'artistes femmes au choix, mais on parlera simplement d'artistes. Oui, c'est ça, c'est qu'on se retrouve encore à distinguer un artiste et une femme artiste. Et c'est là qu'on sent que juste avec le langage, on voit un peu cette différence. Alors moi, j'aimerais juste revenir à ce que Anne-Claire Biche a dit tout à l'heure et parler du syndrome de l'imposteur et de légitimité en tant qu'artiste. Laurence Rasty. Bon, alors, moi, je voudrais juste rajouter deux petites choses sur des choses qui ont été dites. Donc, je pense que je voudrais préciser, il y a déjà, si je reviens sur ce que vous venez de dire, il y a tout un travail, en fait, ces 40 dernières années de féministes, curateurs, curatrices, historiens, historiennes de l'art, qui réécrivent, en fait, cette histoire de l'art qui a caché, invisibilisé le travail de grandes femmes artistes. Et, en fait, elles n'ont pas que fait des petites œuvres, elles en ont fait des très grandes, mais au niveau de l'histoire de l'art, on les présente. Moi, par exemple, en tant qu'étudiante, j'ai eu des références principalement masculines, et du coup, je me suis toujours référée à des œuvres masculines. Je ne sais pas si vous m'entendez, si je continue ou si j'attends la... C'est une voix d'homme. J'en profite pour faire, puisque je vais couvrir moi le bruit, une toute petite parenthèse. Ah non, mais attends, je peux parler plus fort si c'est ça. On a un exemple exact de la problématique. Bravo. Yes. Mais du coup, donc par exemple, je ne sais pas le travail de Niki de Saint-Phal qui fait des énormes sculptures, mais dont on va nous parler comme des œuvres. Ah, mais elle fait simplement des grandes dames qu'on pose à l'extérieur, alors que c'est un travail féministe très engagé, mais qu'on va nous présenter vraiment différemment. Ensuite, au niveau... pardon. Là, c'est parce que j'ai oublié ce que je voulais dire, la deuxième chose. Ah oui, donc il y a d'autres choses. Il y a l'histoire de l'art, mais il y a aussi les moyens qu'on nous donne pour faire des œuvres spectaculaires. Les femmes sont minoritaires dans tout ce qui est des bourses, sont minoritaires dans les représentations d'expositions. Et plus on est minoritaire, moins il y a de visibilité, plus leur valorisation aussi est du coup inférieure d'une certaine manière. Je ne parle pas de la qualité du travail, hein, mais ce n'est pas simplement comportemental, c'est toute une société, c'est un système patriarcal qui a mis les femmes, qui a créé des ménagères parce qu'on avait besoin, bon après là on va vraiment très loin, mais on avait besoin de main-d'œuvre, de natalité, du coup on a créé la ménagère dans les années 1850, ouais, du coup, c'est ce multifactoriel. Et en créant en fait cette ménagère, on arrive peut-être au syndrome de l'imposteur parce qu'on avait besoin à un moment donné que la femme ne soit pas égalitaire à cet homme pour différentes raisons. Ça serait un peu trop long d'aller là-dedans. Mais du coup, il y a la responsabilité des institutions ou de foires comme Art Genève, et il y a aussi des constructions sociales qui vont faire qu'on va être éduqué d'une certaine manière. Moi, j'ai un exemple là qui me sidère de nouveau, c'est que je suis allée il y a 2 jours dans une librairie acheter des livres pour mon enfant qui a 1 an, et il y avait un livre sur mes premières œuvres d'art, l'amour. J'ai regardé, il y a genre 27 hommes, 4 femmes artistes dans ce livre. Mais c'est pour des bébés d'1 an. Du coup, en gros, ce que je vais éduquer déjà à partir de maintenant, c'est que c'est les hommes qui peuvent faire ça. Et ça, c'est déjà problématique, mais à tous les niveaux. Merci.
Et donc, syndrome de l'imposteur et légitimité en tant que femme. Ah, parce que je n'ai pas répondu. Du coup, ces conventions font qu'on va ressentir, qu'on va nous inculquer une manière d'être. Et on le voit donc les femmes sont minoritaires dans tout ce qui est des prix. D'ailleurs, il y a des prix qui sont créés pour créer de la discrimination positive, qui sont super, qui sont importants. Mais le jour où on n'aura plus ces prix, ça sera aussi encore mieux. On voit que elles vont moins postuler. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'art, c'est au niveau de tous les métiers. Les femmes vont postuler qu'en étant surqualifiées, alors que les hommes vont le faire moins. Il y a des expositions où je me suis offusquée aussi, j'ai calculé, il y avait 8 hommes sur 2 femmes pour des expositions en Suisse et collectives. Et en fait, après coup, j'apprenais qu'il y avait eu... il y avait 3 femmes qui avaient postulé sur je ne sais pas combien d'hommes. Donc il y a vraiment un travail. Ouais, c'est un travail de fond. Ouais, voilà. Alors, c'est pas de la faute des femmes. C'est des assumptions qu'on impose. On a encore quelques minutes, mais Anne-Claire Biche. On termine ? Bientôt. Pour une question très importante pour moi dans cette notion du syndrome de l'imposteur et des femmes dedans. S'explique parce que justement aussi, comme les femmes parfois ont des enfants, elles se retrouvent avec une problématique de temps, d'énergie, de garde des enfants pour pouvoir postuler, et aussi, puisqu'on est quand même dans une table ronde sur la financiarisation et la valorisation, une problématique financière. Une femme qui se retrouve avec des enfants, parce qu'elle va faire des enfants en gros, entre 25 et 45 ans, c'est le moment où les hommes ont plus de temps et plus de disponibilité pour construire leur carrière, que ce soit dans le monde de l'art, dans le monde de la finance, dans le monde bancaire ou autre. Donc ça demande une énergie et une organisation décuplée pour une femme à ce moment-là, avec aussi des besoins, des moyens, des ressources financières qui font que parfois, elle va peut-être se dire je pourrais postuler à ce poste ou à cette exposition, je pourrais prendre ce risque, mais j'ose pas parce que, bien sûr, il y a l'éducation et toutes les raisons qui ont été évoquées par Laurence Rosti avant, mais peut-être aussi que j'ose pas parce que je préfère me contenter de moins, mais avoir une sécurité pour pouvoir nourrir, assurer un toit et assurer mes besoins primaires qui sont les miens et ceux de mes enfants. Et ça, je pense qu'on n'en parle malheureusement pas assez. Et que la seule solution, c'est l'éducation. Merci. Donc, comment fait-on évoluer le système et comment change-t-on le système, les règles, les normes établies, et est-ce même possible ? Frédéric, Elkaïm, Laurence voulait ajouter quelque chose, non ? Ouais, je voulais juste dire qu'effectivement, j'étais d'accord avec ce que vous disiez, parce que par rapport à cette question de maternité, on l'a vu en fait, du coup, les femmes, elles sont pas égales avec la maternité par rapport à... Enfin, ça crée une pause, mais si on prend la Suisse, par exemple, qui est un pays très conservateur, et le fait que les femmes gagnent quand même 20% de moins que les hommes, au moment où il y a des enfants qui naissent dans un foyer, ça va être la femme qui va peut-être arrêter de travailler parce que en fait on a des directives qui font qu'on n'a pas de crèche avant la première année de l'enfant. Et puis si vous avez beaucoup de chance. Oui, mais encore. Mais moi j'ai eu une place en crèche quand elle est arrivée en 1P. Mais du coup il y a quand même une directive qui met ça. Et c'est pas qu'une question d'éducation. Du coup c'est aussi au niveau de nos lois, c'est aussi au niveau de nos infrastructures, et tout ça touche la financiarisation. Moi, je voulais aussi dire que j'ai entendu, plusieurs femmes m'ont fait état du fait que des galeristes étaient venus les voir en leur disant « Ah, t'as fait des enfants, mais t'avais pas envie de continuer à travailler, en fait ?» Comme ça. Ça veut dire que il fut un temps, j'espère que c'est révolu maintenant, où faire des enfants, c'était ne plus être une artiste professionnelle. Oui, qui est quand même ça. assez... C'est ça. C'est vertigineux quand même quand on y pense. Voilà. Mais ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé, malheureusement. Moi, je ne voulais pas avoir d'enfants avant 40 ans parce que j'avais trop peur de louper ma carrière, en fait. Donc, ça a été des disputes avec mon partenaire sur ça. Et puis après, il y avait
le pour et C'est le un peu contre. triste, d'autant plus qu'on peut faire de la maternité un sujet précisément de travail artistique extrêmement intéressant, et on peut aussi se transformer dans son travail artistique via la maternité. Mais on peut aussi parler d'autres choses On que de peut aussi maternité. parler d'autres choses. En fait, tout est Et ne ouvert, pas on être peut tout faire. conditionné à ça. Ah, bien sûr. Alors, pour répondre à ta question précédente, en effet, j'ai envie de dire, il n'y a pas 36 000 façons de faire, hein. Pour le moment, on est comme dans d'autres catégories d'artistes qui méritent, on va dire, une revalorisation. À la fois, on voit que tout ça est un écosystème lié avec les institutions, la médiatisation qui est de plus en plus importante dans la reconnaissance artistique. Et donc, c'est important de penser aussi aux critiques d'art, aux médias, aux journalistes, etc., qui sont peut-être une cible qu'on ne prend pas suffisamment en compte dans ce domaine-là. Bien que là aussi, j'ai eu parfois, on m'a tapé sur les doigts aussi, une journaliste de RTS récemment qui m'a dit, mais enfin, vous faites un cycle, il n'y a que 2 femmes et 3 hommes, c'est ça? Et donc j'ai dû inverser pour le cycle de cours d'après. Mais vous voyez, comme quoi, en tout cas, c'est simple, c'est la discrimination positive, en l'occurrence, faire attention de rétablir un petit peu les choses. C'est peut-être réfléchir à la manière dont l'histoire de l'art doit aussi prendre ça en compte. Peut-être qu'il faut arrêter les comparaisons en disant le classique c'est masculin et le baroque c'est féminin. Peut-être qu'il va falloir arrêter à un moment donné. Et puis évidemment, sur la question du marché de l'art qui me semble celle qu'on aborde aujourd'hui dans ce lieu, ce haut temple du marché de l'art, eh bien j'ai envie de dire acheter des femmes. Et on espère qu'on aura des collectionneurs femmes et hommes qui seront de plus en plus spécialisés dans le fait de discriminer positivement avec une majorité d'artistes femmes dans leur collection. Voilà. Et pour finir, Anne-Claire Biche. Alors pour moi, une des grandes solutions, c'est de réussir à avoir des collectionneuses femmes et non pas des femmes de collectionneurs. Le jour où les femmes auront des moyens et des ressources financières suffisantes pour dire « je décide de bâtir ma collection, que je choisisse des artistes hommes, des artistes femmes, des artistes queer, transgenres, peu importe la question du sexe, peu importe la question de la dimension, de l'installation, de la technique, du baroque, du classique ou autre, je pense que c'est là que ça changera. Et je pense que là, on rejoint la question de la financiarisation et de la valorisation. Le jour où on aura des grosses collectionneuses avec une grosse puissance financière, les questions des prix ne se poseront même pas. Ça montera tout seul. Donc c'est juste une question de temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Bon, pour l'instant, on a un problème. Le patrimoine il continue à se d'être plus élevé aux côtés des hommes que du côté des femmes. Du coup, pour l'instant. Ces dernières années, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en effet, les femmes deviendront plus que Georgia O'Keeffe, enfin au-delà de Georgia O'Keeffe et quelques autres, Frida Kahlo, qui est quand même un exemple qui au moins est au-dessus du prix de son ex-compagnon. Donc ça existe quand même de temps en temps. Quand on aura beaucoup d'exemples comme ça, alors à ce moment-là, vous savez, les collectionneurs sont parfois un peu des investisseurs, ou voire beaucoup, et donc ils pensent pognon, hein, il n'y a rien à faire. Ils peuvent avoir une certaine forme de conservatisme, on va dire, par rapport aux évolutions sociétales. Et à partir de ce moment-là, oui, il faut absolument enclencher la chose, et ça viendra tout seul. Ouais. Mais attends, pardon, je t'ai Oui, bien sûr. mais il y a quelque chose, j'avais entendu une fois, justement lors d'une conférence, une solution qui était intéressante. C'était déjà pour les institutions ou les collectionneurs, collectionneuses, d'investir dans l'art féminin ou d'autres minorités dans le sens que voilà, elles sont minoritaires dans la visibilité, pas dans le nombre. Parce que vous aurez 10 fois plus d'œuvres d'art, en fait. Et pour les institutions, c'est la même chose. Et par rapport à l'histoire de l'art, comme vous disiez, c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, ça, c'est aussi une responsabilité qu'on a de commencer dès très tôt à pas changer l'histoire de l'art, mais en fait la compléter, parce que ces artistes féminines ont existé, ont une valeur, mais elle est juste... oui, là, je rejoins... je vous rejoins, c'est que ça va arriver à ce niveau-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public par rapport à ce sujet et ce thème ?
est-ce qu'on ose faire un commentaire? Oui, c'est que... Ouais. D'abord, merci beaucoup. C'était passionnant, très, très intéressant, et d'avoir vos points de vue à tous les quatre, en fait. Et puis moi, ce qui me semble, puisqu'on a fini sur la question des solutions, moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut rien laisser passer. Et qu'en fait, on a une grande responsabilité dans notre quotidien, des choses toutes simples, juste ne pas laisser dire certaines choses, ne pas laisser faire, réagir, interagir avec les femmes et les hommes présents et se positionner constamment comme vous l'avez fait tout à l'heure en disant mais je peux parler plus fort. Et donc voilà, ne rien laisser passer dans les toutes petites choses de la vie quotidienne. Je pense que c'est vraiment très, 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 très important. Pour que les choses changent, commencer par le petit et le grand suivra, il me semble. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir avec une question ou un commentaire? Faut pas être timide, hein. Un homme. Bon, alors merci beaucoup encore. Moi j'ai aussi une question. En fait, je me demandais pourquoi des grands musées américains ont été créés par des femmes, notamment par exemple Peggy Guggenheim. Et en fait, ces femmes, maintenant on les récupère, mais pendant très longtemps, ont été d'une certaine façon effacées de cette histoire. Et pourquoi ces femmes artistes n'ont pas été incluses dans cette histoire à ce moment-là? Peggy Guggenheim, elle a quand même eu une histoire très particulière. Il faut quand même savoir sa grosse famille américaine. Et puis son père, il meurt dans le naufrage du Titanic avec sa maîtresse. Et puis sa mère le vit mal. Hein. Donc elle a quand même eu une enfance un peu compliquée. Puis elle, c'est la fortune familiale et puis sa force de caractère et sa vie qui a permis de créer sa collection. Mais elle était très décriée dans sa vie quotidienne et dans la création de sa collection, de par ses relations avec les artistes, de par son mode de vie, de par ses choix artistiques. Donc dans une époque qui était loin d'être aussi ouverte qu'aujourd'hui, avec des musées et puis des comités de sélection dans les musées, pour prendre les musées américains, ou même si c'était parfois et souvent les épouses des magnats industriels, quels qu'ils soient, qui poussaient pour des investissements dans l'art, c'est quand même monsieur qui siège au comité, même si madame est à la charité. Et puis des personnalités comme celle de Peggy Guggenheim, on avait tendance à dire elle est gentille, mais c'est un petit peu la particulière de la famille, donc il en faut partout, mais on va gentiment la pousser de côté. Elle existe toujours, mais ça dérangeait. Donc certainement que ce serait différent aujourd'hui. Donc c'est des histoires... Pour vous, voilà, le Titanic, c'est 1912. Elle a moins de 10 ans à ce moment-là ou dans ces années-là. Donc on est quand même dans une histoire qui a quasiment 100 ans par rapport à aujourd'hui. Donc je pense que ce serait très différent aujourd'hui. Merci. Eh bien, merci à vous tous d'avoir été présents, de nous avoir écoutés. Merci. Alors, il y a encore une question? Oui, je crois que vous aviez levé la main en rose, c'est possible? Ah non. Non, c'était pour enchérir sur vos travaux. Donc, merci à Laurence Rasty, à Anne-Claire Biche et Frédéric Elkaïm d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir partagé leurs connaissances et leur expérience avec nous. Je vous rappelle qu'à 18h ce soir, nous avons une 3e table ronde sur le sexisme et la discrimination positive. Et demain à 15h, nous avons une table ronde sur la fluidité de l'art et la fluidité du genre et des genres. Et nous allons parler d'érotisme existentiel et de femmes pirates, entre autres, avec Barbara Paula, ici présente, qui sera une des 4 participantes à cette table ronde. Donc merci à vous tous et au plaisir de vous retrouver ce soir à 18h ou demain à 15h, ou les deux. Et vous pouvez suivre notre podcast sur Instagram @rawradical. Merci beaucoup.